Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On retrouve maintenant notre chroniqueur régulier, Éric Simard. Éric Simard, que je connais bien. On a fait plusieurs choses ensemble. Bienvenue à Cube, Éric Simard, qui est docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement et président de Eden Technologies. Alors, Éric, tu es avec moi tous les jours. Oui, tout à fait. Écoute, c'est vraiment un plaisir. Ça va être génial, Isabelle. Ben oui, ça va être vraiment génial. Puis aujourd'hui, tu veux parler d'une possibilité de ralentir le vieillissement. Puis là, on parle de ralentir le vieillissement de 2 à 3 %. J'avoue que c'est très séduisant, très alléchant. Mais est-ce que c'est vraiment à notre portée, à nous, là, de dire on va ralentir le vieillissement d'une couple de pourcentage? Oui, bien, écoute, il y a deux choses extraordinaires dans l'étude que je vais vous discuter, que tu viens de mentionner, en fait, qu'on va parler aujourd'hui. Oui. Un, c'est que c'était la première démonstration qu'on avait une mesure très éloquente, très évidente du ralentissement du vieillissement. Donc là, on pèle pas des nuages, on n'est pas en train de dire qu'on pourrait trouver la fontaine de jouvence, là, puis tout retomber en enfance, c'est pas ça. Mais c'est une réelle mesure publiée dans la revue scientifique qui a le plus haut classement dans le domaine, donc il faut le dire, c'est Nature Aging. Oui. Donc, c'est une revue là, qui est vraiment très, très sérieuse, donc qui est revue par les pairs, bien sûr. C'est une étude clinique qui a été réalisée sur une période de 2 ans, 220 personnes. On parle des hommes et des femmes, donc dans la fleur de l'âge, là, donc 21 à 50 ans pour les hommes, 21 à 47 ans pour les femmes. 21 ans, c'est jeune pour ralentir un vieillissement, là. Effectivement, et c'est là qu'il faut voir en fait que ça fait quand même une diversité d'âge quand même intéressante justement pour être capable d'aller faire une mesure puis montrer réellement qu'il y a un impact. Donc, ralentir le vieillissement d'aussi peu que 2 à 3 %. Donc, il y a deux choses en fait qui sont particulièrement intéressantes pour nos auditeurs aujourd'hui. C'est que, un, c'est possible, donc on a une mesure. Deux, c'est que c'est très significatif, ça a un très gros impact santé. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que tu sais, Isabelle, mon dada, c'est tout ce que l'on peut faire pour garder les gens en santé plus longtemps. Le plus longtemps possible. Mais là, quand tu me parles, docteur Éric Simard, tu me parles de mesures. Qu'est-ce qu'on mesure quand on veut regarder le vieillissement? C'est des tests sanguins, c'est des tests d'urine, c'est quoi comme mesure? Ah ben écoute, il y a deux grands systèmes qui ont été utilisés jusqu'à maintenant, puis je pourrais te dire justement celui-là qui a été utilisé dans l'étude qu'on parle aujourd'hui. Oui. C'est celui de l'étude qu'on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en anglais malheureusement des horloges biologiques. Parce que j'aime pas beaucoup le terme en français horloge biologique, mais techniquement prenez-les dans le sens où ça va nous donner l'heure juste. C'est à ça que ça donne. Hein? Parce que on peut avoir, Isabelle, une différence dans l'âge biologique versus notre âge chronologique qui peut être énorme. Et on sait, en fait, actuellement, dans le domaine de la longévité en santé, là, qu'on parle de 30 ans de jeu en tant que tel entre des gens qui ont des très bonnes espérances de vie, des très bonnes habitudes de vie, excuse-moi, puis des gens qui ont des moins bonnes habitudes de vie, des gens qui prennent pas soin d'eux, finalement, jusqu'à 30 ans de différence entre l'âge chronologique et l'âge biologique. Fait que quand on parle de l'évaluer, c'est d'aller mesurer dans l'expression des gènes. La mesure la plus précise qu'on peut avoir, c'est ça. C'est qu'on a, quand on vieillit, en fait, on a des gènes qui vont être plus exprimés, on a des gènes qui vont être moins exprimés, si tu veux. Et on est capable, donc, dans l'évaluation de notre génétique en fonction de la personne, aller faire un lien entre cette expression-là de notre génétique puis l'âge biologique que ça représente en tant que tel. Et c'est ça qui est le plus précis. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, les horloges biologiques. Il y a une façon de le faire aussi par des marqueurs sanguins, parce qu'on y va, en fait, par des échantillons de sang. C'est beaucoup plus complexe, c'est plus coûteux, mais on est capable aussi d'aller donner un âge biologique à une personne, donc, qui va représenter, si on veut, son état de santé de façon générale. C'est une indication très précise de l'état de santé d'une personne. Mais ça, c'est à des fins cliniques, Éric, de recherche. Là. Moi, je peux pas aller voir mon médecin puis dire de mesurer, moi, mon âge dans mon sang, là. Le médecin ne pourra pas le faire, mais il existe quand même actuellement 3 types d'horloges biologiques qui ont été commercialisés. Donc, il y a certains groupes. Donc, sur Internet, vous pouvez fouiller, en fait, trouver de différents types d'horloges biologiques. C'est ce qui a été fait dans l'étude dont on parle aujourd'hui. Le 2 à 3 % il a été évalué à partir de la méthylation des gènes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Qu'est-ce qui est lu à travers qu'est-ce que ça veut dire, méthylation, là, pour nos auditeurs? Là? Décris-moi ça. Quand on parle de méthylation d'un gène, c'est quoi?
Ouais, ben c'est des indications qu'on va mettre sur l'information génétique pour dire à nos jeunes qu'est-ce qui devrait être lu, puis la fréquence à laquelle ça devrait être lu. C'est intéressant de considérer la génétique, là, c'est comme une grosse bibliothèque, où ce qu'à l'âge adulte, imagine-toi Isabelle, on a 1 à 3 de nos gènes, 1,5 en fait à 3 de nos gènes qui vont être exprimés à l'âge adulte. Donc la majorité de la bibliothèque à l'âge adulte n'est pas lue. Et pour là, nos cellules, pour se retrouver, en fait, puis savoir qu'est-ce qu'ils devraient lire à tous les jours, qu'est-ce qui est important de continuer à lire à travers l'information génétique, mais on a des petits marqueurs qu'on appelle des groupements méthyl, donc c'est de la méthylation. Et là, il y a des gènes qui devraient être plus lus, des gènes qui devraient être moins lus. Le bon exemple de ça, c'est par exemple nos gènes qui vont coder pour des activités antioxydantes. Si tu fais plus d'activité physique, ils vont être plus lus parce que tu as besoin de plus d'antioxydants, parce que tu produis un petit peu d'oxydation. C'est une réaction d'Ormeil, ce qu'on appelle en fait. Hein. Donc, c'est un stimulus qui va aller, stimulus négatif qui va aller améliorer en fait un aspect de santé. Et là, c'est ça, c'est la méthylation des gènes va nous indiquer qu'est-ce qui est lu, qu'est-ce qui est pas lu. Et là, ce qu'on parlait de l'étude d'aujourd'hui, puis le 2 à 3 a été évalué de cette façon-là, en fait, sur une base génétique. On a évalué qu'il y a eu un ralentissement de 2 à 3 du vieillissement chez des gens sur une période de 2 ans. Le plus intéressant dans ça... en termes de santé publique, ça pourrait se traduire comment? 2 à 3 Est-ce qu'on est tous centenaires? Est-ce qu'on est tous autonomes jusqu'à la fin de nos jours à la maison? Comment ça se traduit, là, ça? C'est l'outil, justement, l'horloge biologique qui a été utilisée dans l'étude est une horloge qui sert à faire des parallèles avec des niveaux de risque associés aux habitudes de vie. Et là, on sait, en fait, le ralentissement de seulement 2 à 3 équivaut à une réduction des risques de mortalité, de tout type de mortalité confondue, de 10 à 15 Et ça, c'est de l'amplitude des bénéfices d'une cessation tabagique. Donc, on s'entend, Isabelle, en fait, un des plus gros impacts en santé que quelqu'un peut faire dans sa vie, c'est s'il est fumeur, arrêter de fumer, tout simplement. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc, cette étude-là réduit toutes causes confondues de mortalité, donc essentiellement cancer, maladie cardiovasculaire, qui sont les 2 premières causes de mortalité. Oui, tout à fait. Tout type de mortalité confondue, 10 à 15 de réduction des risques, c'est une réduction énorme. Quand on parle de tout type de causes de mortalité, c'est énorme comme impact, 10 à 15 Et c'est là que c'est intéressant parce que ça fait se rendre compte finalement qu'un petit ralentissement des processus du vieillissement va déjà avoir un impact considérable en santé humaine. Et là, c'est juste un paramètre qui a été utilisé, qui a été étudié dans l'étude. C'est une étude qui a porté sur l'apport calorique. Tout simplement. Bon, on sait que l'apport calorique... C'est ça, je me demandais. Quel facteur a amené ce ralentissement du vieillissement-là? C'est diminuer l'apport calorique, c'est ça? Oui, c'est diminuer l'apport calorique. Puis là, il faut faire attention parce que actuellement, on aurait tendance... ça a été beaucoup étudié d'un point de vue scientifique, ce qu'on appelle la restriction calorique, l'impact sur la longévité. C'est évident. En fait, ça fait longtemps que c'est démontré. Le problème, c'est que la majorité des gens ont un apport calorique qui est déjà beaucoup supérieur aux recommandations habituelles. Techniquement, ces gens-là vieillissent plus rapidement. C'est plate, mais c'est vrai. Et de l'autre côté, donc, à partir de la normale, si on baisse la normale d'un certain pourcentage, on va gagner en longévité en tant que tel. Donc, les calories ont des impacts. Et puis là, les calories sont pas toutes égales. Faites attention, on en parle souvent du côté de la nutrition. Donc, Éric, concrètement, au lieu de manger 2000 calories, là, qui sont les besoins moyens d'un adulte, on mange 1500 par jour. C'est suffisant pour diminuer le vieillissement de 2 à 3 et réduire de 15 la mortalité toute cause. Oui, tout à fait. Puis en fait, même, c'est déjà beaucoup. Ce que l'étude a montré, c'est qu'il y avait visé initialement une réduction de 25 de l'apport calorique pour l'étude en tant que telle. Au bout de la ligne, ils ont réussi à atteindre 12 en moyenne chez les gens qui ont participé. Fait que c'est là qu'il y a un double intérêt, c'est que l'étude a démontré que même des petites réductions de l'apport en calories vont déjà avoir un gros impact, en fait, sur la façon à laquelle on va vieillir, puis sur les risques de maladies associés. Pas facile dans le concret quand on aime se faire plaisir, comme moi, prendre un verre de vin, prendre un beau gros cornet de crème glacée, manger mon chocolat tous les jours et d'être en restriction calorique pour essayer de vivre plus longtemps. Est-ce que ça vaut la peine? En fait, je te dirais que c'est peut-être plus simple qu'on pense, parce que souvent, on ramène le calcul sur, justement, les sucreries, tu viens parler d'alcool. Il y a quelques éléments, en fait, puis tous les glucides de façon générale, il y a quelques éléments dans notre alimentation que juste réduire la taille des portions, en fait, de tout ce qui est riche en glucides, déjà, on a un très gros impact sur l'apport en calories. Si on augmente de beaucoup notre consommation de légumes, encore là, en fait,
on va de réduire notre consommation de calories. Il faut savoir, dans le fond, par exemple, les centenaires d'Okinawa, c'est des gens qui mangeaient beaucoup en quantité, mais qui mangeaient moins de calories que même la moyenne japonaise, qui était déjà une moyenne qui était beaucoup meilleure, en fait, la moyenne nord-américaine. Ouais. Question de Donc, densité énergétique, là, des légumes, ça prend plein de place dans l'assiette, mais il y a très peu de calories. Fait que quand on mange une grosse assiette de légumes, j'ai même fait un livre là-dessus qui s'appelait le programme visuel pour perdre du poids. Tu sais. Je vais pas manger toute cette assiette-là. Puis tu manges toute cette assiette-là et finalement, ben regarde, tu perds du poids pareil. C'est ça qui est le fun parce que tu n'as jamais faim. C'est ce qui conclut, Éric, ta première chronique, mais tu seras à l'émission tous les jours. Donc, on va t'accueillir avec plaisir chaque jour pour parler de ton dada, vieillir en santé, la promotion de la santé aussi, le sommeil. Il y a plein de facteurs en cours de saison qu'on abordera. Je rappelle qu'on peut te suivre sur ericsmart.com. Tu vas avoir plein de choses à annoncer. Tu es chercheur aussi. Je pense que ton étude là, avance très bien. Sur les gyrosuppresseurs. C'est quoi le gyrosuppresseur? On va tout apprendre ça avec Éric au fil de la saison. Et je remercie Florence Lamoureux à la recherche. Je remercie mon équipe, Amélie Robert, Ginette Michaud, Jean-Philippe à la mise en onde et bien sûr Cube Radio. Merci de votre confiance.